Je suis vraiment impressionné que vous soyez encore aussi nombreux, motivés, avec ce désir d'apprentissage, parce qu'on a quand même une journée très dense. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Michel Marabel. J'ai la grande chance d'être le responsable du Master 2 GRH dans les multinationales. Donc vous avez pu observer des pépites qui sont ces étudiantes. Là, sur ce projet-là, on a un groupe de 7 étudiantes et je profite d'avoir le micro pour leur dire un grand bravo. Ouais. Et pour la prise de parole, le professionnalisme, la gestion des temps, voir le montage vidéo qu'elles ont réalisé intégralement. Donc, bravo à vous, je suis très fier. Et de manière paradoxale, François et moi, on n'a pas fait grand-chose. François et Gueuse, on était là sur des points vraiment pointillés, mais toute l'animation, ils l'ont quasiment réalisé en autonomie. Et donc ça montre aussi, c'est une belle leçon de se dire que quand on laisse de l'autonomie, de la liberté, de la confiance aux gens, il peut se passer de belles choses. On va clôturer cette journée avec une conférence débat avec des DRH, mais aussi un partenaire social. Donc je vais appeler Raphaël, Nicolas, Jérôme, Pascal. Je vous invite à me rejoindre et puis à venir vous installer sur. Malheureusement, Valérie Godard d'Engie a dû annuler à la dernière minute. Alors c'est dommage, on avait presque la parité pour une fois. 2-3. Et donc c'est vrai que ça fait partie toujours des challenges pour nous, d'arriver à la parité sur des sujets un peu entre IT et digital. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Alors vous pouvez nous saisir d'un micro. Raphaël, on va commencer par vous. Quelques mots de présentation et juste après ça, pour chacun d'entre vous, je vais vous poser une question d'ailleurs qu'on a co-construit au LabRH. Est-ce que vous êtes plutôt technophile, technophobe ou un mot qu'on a inventé, techno-agnostique? Et pourquoi? Bonjour Raphaël. Oui, bonjour. Donc Raphaël Berthelon, je suis délégué national à l'économie à la CFE-CGC depuis juin 2016. Voilà, j'ai été élue au congrès de Lyon. Je suis par mon métier statisticienne au départ. Et puis j'ai exercé dans différentes fonctions, marketing et puis finance aussi. Et puis j'ai eu envie, il y a une quinzaine d'années, d'exercer un petit peu la mission et le métier de représentant des salariés. Alors, technophile, technophobe ou Alors moi techno-agnostique? je suis technophile parce que je pense qu'il faut vivre avec son temps. Super. Elle est Jérôme. On va faire Jérôme en premier, Pascal après. Ok, Jérôme Savy. Donc, je travaille chez AT&T, une société américaine dans les télécoms. Je suis directeur pour les ressources humaines pour la zone IMEA, donc Europe, Middle East, Africa. Alors, AT&T, c'est une grosse entreprise américaine, grande entreprise américaine, mais qui a une petite présence à l'international, surtout en Europe. On a à peu près 6 000 en Europe et 150 en France. Voilà, j'ai fait toute ma carrière dans les ressources humaines, dans 2 secteurs principaux, la défense pendant pas mal d'années, et puis après donc dans les télécoms. Pour répondre à la question si je suis technophile ou pas, oui, définitivement, mais j'espère être un-raisonnable. Vous allez dire quoi? Bah, tu me poses la question après. Voilà, c'est l'art du teasing. Bon, ok. À toi, Pascal. Oui, bonjour, donc Pascal Bernard, moi, je suis ravi d'être là. Alors moi je suis, on va dire, agnostique parce que je suis venu par le jeu en fait. Je suis passionné d'histoire et quand vous visitez des musées d'histoire en France, c'est quoi généralement une étiquette, une affiche qui circule. Je suis allé au British Museum et là on m'a plongé en réalité virtuelle dans une tranchée de la guerre de 14. Je peux vous dire que ça change la vie et ça ouvre des perspectives. Donc là j'ai commencé à me dire tiens ça peut être intéressant. Deuxième chose, j'adore le sport, donc je fais souvent des marathons. Et plus ça va, plus je constate que les mecs qui courent, enfin les filles et les garçons qui courent avec moi sont bardés d'instruments. Je suppose que c'est pour se surveiller et tout. Moi, jamais là, je suis resté complètement réfractaire. Mais j'ai une autre passion qui était de faire voler des avions et des hélicoptères.
Et là, je suis pas très doué. Et donc j'aime ça, mais il m'aime pas. Donc et un jour, il y a un de mes fils qui a eu pitié de moi. Il m'a dit, écoute, on va t'offrir un drone. Tu verras, c'est vachement stable, ça vole bien. Et donc, c'est vrai que c'est génial. Il m'a passé le casque de réalité virtuelle et là, ça change tout. Voilà. Autrement, dans le civil, oui, c'est vrai. Donc j'ai été longtemps DRH dans l'industrie, dans l'administration. La réalité virtuelle professionnelle, je connais parce que j'ai passé une agrégée d'histoire, mais j'ai jamais enseigné. Ensuite, j'ai intégré la fonction publique, j'y suis resté 1 an et j'ai fait que du privé, donc pas trop dérangé. Et là, depuis le 1er janvier de cette année, je suis directeur de l'innovation sociale à la Poste, pas toute la Poste, dans la branche service courrier colis. En gros, les 120 000 facteurs et leurs 5 voilà. Donc, voilà. Donc, agnostique, on va dire. Je ne peux pas avouer que je me suis converti tout de suite. Et les présidents de la MDRH Île-de-France? Oui, président de la MDRH Île-de-France, tout à fait. Okay. C'est grâce à toi qu'on est ici, d'ailleurs. Non, pourquoi? Parce que partenariat... Ah oui, partenariat, oui, c'est vrai. Ouais. J'ai du mal, hein. On n'a pas répété. On se reprend pas. C'est l'heure de la sieste, tout ça, c'est difficile. Hein, bon, écoute, on va passer à Nicolas. Oui. Ça sera mieux. Nicolas. Bienvenue, Nicolas. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je travaille depuis maintenant presque 2 ans en fait, chez L'Oréal. J'ai intégré L'Oréal sur une fonction qui était totalement en création, sur 2 dimensions. Une dimension qui était de rapprocher davantage un peu la finance chez les RH, donc avec un enjeu de financiarisation de la fonction RH, et c'est pas forcément évident. Ça aurait pu être le thème d'une journée. C'est pas évident. Et toute une partie sur la data, avec des nouvelles fonctions que nous créons en fait depuis maintenant 2 ans. Derrière un mot un peu snob qui est l'analytics, on sait qu'il est davantage concentré dans des fonctions corporate, mais on veut les répandre, puisque chez L'Oréal, on est très décentralisé dans la gestion de tout ce qui est données, carrière. Et donc, on crée ces nouveaux postes qui sont en fait mixtes entre une culture financière, l'accessibilité en fait sur les systèmes, certains qui sont aussi avec des backgrounds très stats, et également cette envie en fait d'exploration de la donnée, parce qu'on a énormément de données en tout cas chez L'Oréal. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'en tout cas chez nous, on a un système d'information en fait, qui est extrêmement centralisé, hein, même si on a une politique, une volonté très décentralisée, on a un corps système qui est absolument mondial, donc on a des données, des reportings absolument colossaux, et enfin, c'est en tout cas fantastique. Et donc derrière, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on a une Rolls-Royce, on a des fois un peu ce qui peut arriver, personne pour sortir la voiture, donc c'est un peu dommage qu'elle reste dans le parking, donc on est en train de trouver des gens qui vont être en capacité d'amener davantage ce regard sur la data et le digital aussi auprès des communautés. Ok. Alors, bon, on travaille tous ensemble, collectivement, depuis ce matin, à se poser la question de l'impact des technologies sur la fonction. Voilà, vous, fort de cette journée, mais aussi de vos expériences, des différents diagnostics que vous avez pu réaliser, tu peux garder le micro, on commencera par toi. Quel impact des technologies pour vous sur le périmètre de la fonction RH? Est-ce que vous considérez que le périmètre va être redessiné, qu'il y a des missions qui vont être abandonnées, qu'au contraire, il y a de nouvelles activités, de nouveaux rôles qui vont nous être demandés? Donc, si on se projette vraiment sur cet impact immédiat, vous savez que alors, il y a des technophobes RH bashing qui disent c'est la mort des RH. Self-service, plus API, plus bots, égale plus besoin d'expertise humaine. Il y a les techno-happy, technophiles, qui nous disent au contraire, c'est génial, la RH augmentée, on va en faire encore plus qu'avant, on va mieux utiliser les data, on aura finalement un rôle encore plus stratégique qu'avant. Puis ceux qui sont au milieu, qui disent, faut voir, ça va dépendre, ça oui, ça non. Quelle est ta position par rapport au périmètre de la fonction RH suite à l'arrivée de ces différentes technologies? Alors, sans vous faire une réponse un peu tarte à la crème, on est à l'ère d'un nouveau monde, tout va changer, etc. Effectivement, les technologies, de toute façon, on l'a dit déjà, on en est déjà en plein milieu, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a énormément de métiers en fait, qui vont disparaître. Ça, c'est évident. Donc, il y a toute une vision... Juste, je t'interromps 2 secondes. Qui pense ça? En gros, que la techno va faire disparaître énormément de métiers, peu importe que ce soit 10, 20, 30, 40%.
C'est changé, disparaît. Elle disparaît. Je dis bien disparaît. Elle dit disparaître, justement. C'est pour ça que je demande. Parce que souvent, Parce que se transformer, c'est évident. Mais il va y avoir énormément de métiers qui vont disparaître. Parce que on ne s'en est pas rendu compte ces dernières années, parce que en fait, la courbe du changement technologique a été moins forte que ce qui va arriver devant. Mais il y a énormément de métiers qui vont être impactés parce qu'on n'aura plus besoin de la présence de l'homme pour faire énormément de choses et d'opérations qui sont aujourd'hui faites par des hommes, tout simplement. Donc, je pense que énormément d'entreprises n'y sont pas préparées. C'est la première chose. Que la réponse de la data n'est pas une réponse unique à toutes les questions, et que, sans être négatif sur la fonction RH, c'est une des fonctions, et ça dépend aussi des entreprises, mais en tout cas chez L'Oréal, on est RH et avant tout, en tout cas gestionnaire de carrière, avant tout. Donc un DRH, c'est les rôles complets, mais on a énormément de gens en RH qui sont là pour aller chercher le talent, s'occuper d'une mobilité qui est extrêmement accrue chez nous, puisqu'on va avoir des gens qui, à peu près 30% du turnover. Moi, je suis arrivé il y a 2 ans, sur le plateau, plus de 40% des gens qui ont bougé. C'est-à-dire que tous les mois, je reçois des gens qui viennent d'arriver, les gens bougent de poste, et cette mobilité, cette agilité, donc qui est très particulière chez L'Oréal. Et donc, en fait, on va avoir énormément de RH qui vont les tourner sur où placer les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qui a le potentiel de faire plus. Quand on va pouvoir leur dire, demain, vous allez avoir des dashboards, des data, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont en capacité de les exploiter? Il y a un vrai aussi accompagnement, en tout cas, de cette fonction. Donc, je pense qu'il y a très peu au niveau groupe d'entreprises intermédiaires et de grands groupes qui ont réfléchi. En tout cas, les banques l'ont fait il y a quelques années, quand on avait des gens au guichet qui sont devenus commerciaux. Mais ce côté-là, par, on va dire, certaines fonctions, on se dit de façon un peu évidente, absolument rien contre les comptables, mais que des métiers comme la comptabilité vont être dans les premiers, hein, mais plein d'autres qu'on n'imagine pas aujourd'hui, vont être extrêmement impactés, ça on ne le dit pas. Et il y a beaucoup d'entreprises, et peut-être les plus riches, qui attendent un peu d'être devant le mur pour se poser des questions, alors que l'impact va être, à mon avis, colossal. Voilà, c'est une conviction personnelle. Je laisserai Raphaël répondre en dernière sur cette question. Du coup, Jérôme, toi... ouais, parce qu'elle a décidé de faire sa forte tête. Non, allez. Ouais, je plaisante. Il veut le garder. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous voulez dire. Je pense que tout à l'heure, on a parlé de la technologie. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on veut prendre? Elle est là. De toute façon, elle est là et ça s'accélère. Donc après, la deuxième question, c'est est-ce que ça va impacter les ressources humaines? J'espère qu'on va jouer notre rôle pour accompagner ce changement. On a parlé effectivement que de plus en plus les ressources humaines sont des acteurs de l'accompagnement du changement, et là je pense que notre rôle est déterminant. Sans utiliser des gros mots ressources humaines comme la GPEC, mais la gestion des talents, on parle de gens qui vont perdre leur emploi, on parle de gens qui vont avoir des emplois totalement transformés. Si on ne fait rien, forcément demain il va se passer, il va y avoir un problème. On va ou les licencier, ou alors on va avoir des problèmes de performance, et de toute façon au niveau de l'entreprise, forcément un énorme problème de compétitivité vis-à-vis des autres. Donc je pense que oui, au-delà juste de dire est-ce qu'on doit, nous, dans notre métier de tous les jours, et ça c'est un autre impact, prendre les nouvelles technologies en compte, le rôle des ressources humaines pour moi est déterminant pour développer la stratégie, la vision, les outils permettant de transformer, je vais dire en anglais workforce, mais je vais dire nos collaborateurs, nos forces vives, pour que demain ils soient, qu'ils aient des profils cohérents avec nos besoins, qu'ils restent engagés à l'entreprise, qui est aussi d'ailleurs un facteur fort d'engagement, et donc permettre, je veux dire, à ce que l'entreprise continue à se développer, etc. Jérôme, pour être plus précis, tu sais que les experts américains, les amis d'AT&T, considèrent que la fonction RH transactionnelle pourrait être totalement automatisée, avec la possibilité du coup d'avoir un certain nombre de métiers, des équivalents des comptables dans les métiers RH quantitatifs en disparition, mais qu'au contraire,
les activités relationnelles, stratégiques de développement seraient en forte augmentation. Tu partages ça ou pas? Moi, je pense on verra ce qu'on pense. Je pense que toutes les comment dire, la petite pause musicale. L'accordéon en plus. Voilà, dès qu'un Américain prend la parole, il y a l'accordéon. Voilà, c'est l'autre côté Astérix, excuse-moi. Vas-y, reprends. C'est marrant, hein, ça se passait bien jusqu'à mon animation. Merci pour moi, c'est la loi des séries. Ok, allez, vas-y. Oui, je voulais dire, toutes les activités, que ce soit dans la fonction RH ou ailleurs, qui sont répétitives, administratives, etc., elles vont disparaître. On le sait, je veux dire, c'est évident. Et je ne pense pas que ça soit en soi un mal, parce que ce n'est pas forcément des activités dans lesquelles nos collaborateurs, je veux dire, s'épanouissent, etc., etc. Maintenant, ça ne veut pas dire, quand on dit est-ce que les ressources humaines peuvent disparaître? Non, certainement pas. Une machine ne pourra jamais remplacer le rôle stratégique des ressources humaines qui est là pour développer une stratégie, des politiques, des outils au service du management. On n'a pas beaucoup parlé du management depuis ce matin, au service du management permettant justement d'accompagner, je veux dire, nos collaborateurs. Et en soi, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc, oui, je pense réellement que ça peut être pour les ressources humaines même un moyen. Ça fait des années, un peu tard à la crème d'ailleurs aussi, on veut être plus stratégique, mais je pense que c'est un vrai moyen d'être plus stratégique. Voilà. Tu voulais réagir, Nicolas? Oui, j'avais deux réponses, enfin en tout cas deux points. Le premier, c'est vrai qu'on a toujours cette vision un peu de groupe. C'est vrai que j'ai été à la Défense, je travaillais, maintenant je suis un peu moins bien, je suis à Clichy, mais c'est toujours, quand on rentre dans le bâtiment, c'est absolument somptueux. Donc de notre prisme, surtout qu'on travaille sur des sujets à valeur ajoutée, stratégiques, intellectuels, donc c'est passionnant. Pas non plus se plaindre, on est plutôt des nantis, on a cette chance. Quand on voit des gens qui ont un travail qui est très répétitif, on se dit bon, ça va les soulager, de toute façon, c'était pas intéressant pour eux. Pour avoir moins eu des équipes qui étaient en province, ils préfèrent avoir une tâche répétitive que pas de job, quoi. Donc c'est aussi pendant des années et des années, on a désindustrialisé parce qu'on s'est dit ah ben c'est quand même mieux parce que c'était des travaux qui étaient lourds. Aujourd'hui, il y en a qui n'ont plus de boulot. Donc, la vraie question, c'est est-ce que tous ceux qui aujourd'hui ont des métiers transactionnels auront la capacité de faire autre chose? Il faudra attendre les remplaçants et on les formera sur autre chose. Et c'est cette difficulté d'accompagner un peu ces workforce dans les compétences. Alors, quand on voit les compétences, c'est toujours bien, mais quand on ne connaît pas encore les compétences de demain, c'est déjà plus compliqué. Hein, donc, ça, c'est un vrai sujet. Pascal, tu voulais réagir? Oui, pour nous, l'intelligence artificielle, ça va être vraiment essentiel. Pourquoi? Parce que chaque entreprise a sa réalité. Hein. Moi, mon philosophe s'appelle MC Solar parce qu'il a dit le contexte est toujours plus fort que le concept. En ce moment, je suis à la Poste. Je gère les facteurs. Je contribue à gérer les facteurs et leurs encadrements. C'est le métier. Je suis un jeune postier, contrairement aux apparents, j'y suis que depuis 18 mois. Mais c'est le métier le plus difficile que j'ai rencontré. J'ai géré des usines de production d'eau qui étaient les plus modernes d'Europe du monde, celle de cette entreprise qui nous accueille d'ailleurs de Paris. Le travail des techniciens, des ingénieurs, etc., c'est un travail de qualité, etc. J'ai géré des hôpitaux dans le milieu de la santé, j'ai eu des postes également au sein d'agents de santé avec Claude Evin, etc. On va dire que le boulot de médecin, d'anesthésie, d'infirmier soit simple, c'est aussi des métiers compliqués. Mais le métier de facteur, je peux vous dire que c'est le métier le plus difficile que j'ai rencontré jusqu'à présent. Et l'un des métiers les plus importants pour la cohésion sociale de ce pays. Quand je suis arrivé à la Poste, on commence par faire les tournées avec le facteur. Le facteur, ou la factrice, c'est une fille, voilà, ou un garçon qui va dans des endroits où personne ne va plus. Il y a quand même des endroits du pays où les flics ne vont plus, où les médecins ne vont plus. Le facteur, il y va quand même. Donc c'est le principal lien. Il y a un réseau de 80 000 personnes qui participent de la cohésion sociale dans ce pays. Là, c'était un réseau qui était en grande difficulté. Vous le savez comme moi, le courrier baisse. Hein. Il y avait 10 milliards, on écrivait 10 milliards de lettres voilà, 5 ou 6 ans. Là, c'est 4 milliards. Et l'année prochaine, ça sera peut-être plus près de 3 milliards. Et pourtant, on arrive à sauver le réseau. Comment? En diversifiant les activités. Parce que la plus grande richesse de ce capital de la Poste, enfin de la branche, c'est le capital humain. C'est des gens qui ont le contact avec l'ensemble de la population, y compris la population les plus déshéritées. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez qu'on se repositionne sur d'autres types d'activités
veiller sur mes parents, je ne sais pas si vous avez lu, d'accord. La passation du permis de conduire, la livraison de repas à domicile, l'accompagnement de personnes âgées ou de personnes handicapées qui vont à l'hôpital et qui n'ont personne pour les accompagner, la logistique urbaine, la livraison, tout ça fait que c'est un projet qu'on a appelé Ensemble vers le monde des services, qui garantit le retour à l'équilibre et qui maintenant fait qu'on est redevenu bénéficiaire et qui repose uniquement sur, je dirais, la connaissance de notre réseau, la connaissance et la confiance qu'ils ont vis-à-vis de l'ensemble de la population française. Et donc là, l'aspect humain est essentiel. Les facteurs sont gérés par des encadrants, des managers de proximité. Les managers de proximité ont longtemps été complètement, je dirais, leur temps de management était complètement bouffé par les activités de reporting, de pilotage. D'accord ? Que l'intelligence artificielle nous aide à nous débarrasser de tout ce fatras de reporting et de pilotage pour que nos managers se sentent exclusivement sur la bienveillance, et j'ai pas peur de prononcer le mot, l'attention qu'ils vont porter aux facteurs, et donc le niveau d'engagement qu'ils vont en obtenir, moi ça me paraît vraiment essentiel. Je compte bien m'en servir pour que nos facteurs et factrices soient encore plus heureux et plus engagés, donc encore plus au service de la population. Et ça, pour nous, c'est extrêmement, je dirais, important. Parce que vous savez, les facteurs, c'est une petite France. Hein. Il y en a 80 000, donc ils ont les problèmes que tous les Français ont. Il y a de la pauvreté, il y a des problèmes individuels, et que nos managers soient au plus près de ces préoccupations, ça me paraît vraiment quelque chose d'essentiel. Moi, je vais l'utiliser, l'intelligence artificielle, dans 3 domaines. Le premier domaine, c'est le management. Ça, je l'ai dit, on va remettre vraiment... on ne va pas remettre le management au cœur de l'entreprise, on va remettre l'entreprise au cœur du management. Je pense une phrase que j'ai vue dans votre excellent bouquin. Là, je lis pas beaucoup de bouquins de management. Je préfère lire des romans ou des classiques ou des voilà. Mais celui-là, je l'ai lu, il est pas mal. Il est pas mal. Voilà, on apprend beaucoup. Bon, la deuxième chose, on va l'utiliser beaucoup pour la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, j'ai rencontré des startups qui font de la captation de signaux faibles. Les facteurs, vous les avez rencontrés, ils ont ce qu'on appelle un smartphone, un factéo, sur lequel c'est là où ils vous font signer vos courriers, recommandés, etc. Je vais préconiser qu'on installe, je dirais, une petite application sur leur instrument, de façon à ce qu'ils puissent nous donner leur note de climat, leur note d'ambiance, pour permettre au management de réagir en temps réel, au jour le jour. Parce que les grandes enquêtes annuelles de climat de motivation, c'est bien, c'est utile, il faut les continuer, mais c'est pas ça qui nous permet d'agir sur la qualité de leur travail au quotidien. Donc il est sûr que l'intelligence artificielle en matière de captation de signaux faibles, ça je vais l'utiliser. Deuxième chose, je vous disais qu'on est en pleine transformation et qu'on cherche à convertir, faire évoluer des factrices facteurs vers les nouveaux métiers. Notamment, on va ouvrir des franchisés dans les domaines du recyclage, dans les domaines de la santé, de l'accompagnement des personnes âgées. Or, pour recruter en interne nos futurs franchisés ou futurs collaborateurs de ces domaines, on utilise des méthodes classiques, c'est-à-dire on met une fiche de poste, un machin, et on s'étonne que personne ne postule. Évidemment, si on veut recruter une équipe de surfeurs, il ne faut peut-être pas aller les chercher dans les EHPAD. Donc, imaginez surfeuses et surfeurs, excusez-moi. Donc, je pense qu'on va complètement changer nos méthodes de recrutement. On va effectivement mettre en place des banques de données on va passer d'une logique de GPEC ou de filière à une logique de compétences, en prenant en compte les compétences acquises en dehors de l'entreprise. Pour reprendre le terme cher à André, le DRH hors les murs, oui, si le DRH n'est pas hors les murs, il va mourir entre les murs de son cercueil. Donc il faut qu'il sorte, il faut qu'on anime des communautés, on ira les chercher. Donc on va complètement rénover ce système. Donc moi je vois effectivement très concrètement en matière de management et de ressources humaines de belles applications concrètes qui vont nous permettre de remettre l'humain au cœur. Et hashtag bullshit, là ce matin je voulais réagir, mais je n'ai pas pu. Je t'ai détendu, je vais te courir, je ne vais pas mettre l'ambiance dans le mec. Non, c'est important de dire on va remettre l'humain au cœur de la boîte. C'est pas simplement un 20 mots. Hein. Si on ne le remet pas, en tout cas dans une entreprise comme nous, on commence à le mettre et à bien le mettre, on meurt. Merci Pascal. Raphaël, au niveau du coup d'une lecture, plutôt côté partenaires sociaux, comment vous voyez les choses? Alors, je dirais
à deux niveaux. Le premier niveau, c'est sur plus que la destruction des emplois. Bon, il y a différentes études qui montrent des divergences entre Oxford avec 50%, France Stratégie ou le Conseil pour l'orientation et l'emploi qui sont effectivement à ces niveaux-là de 9%. Moi, je ne suis pas Madame Soleil, donc je me garderais bien de faire des prospectives. Par contre, ce que je sais, c'est que de toute façon, on va vers une transformation des emplois. Et donc, ça, c'est certain. Moi, je travaille dans une banque, donc je vis cette transformation au gré des consultations des comités d'entreprise. Et donc, l'enjeu principal, c'est, me semble-t-il, l'accompagnement de cette transformation et de pouvoir mettre en place un outil GPEC, le C, c'est compétences dans GPEC, et ne serait-ce que, alors c'est compliqué parce que on doit se projeter dans un futur qu'on ne connaît pas, et donc c'est encore plus compliqué, mais je dirais que le simple fait de se poser les questions, c'est déjà avoir fait un grand bout du chemin. Je suis d'accord, hein, l'art de la prospective, c'est pas de prévoir le futur, c'est de travailler sur le futur pour tirer des apprentissages et des enseignements, et même si on s'est planté, ça permet à l'organisation d'avancer. Et après, d'être sur des basiques, sur des choses simples. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de prévisions dans ma vie professionnelle, et je me suis aperçue qu'il y avait des gens qui vendaient des modèles et tout ça. Mais en fait, les meilleures prévisions, et ça, je tiens ça même de l'INSEE, en fait, c'était des choses où les gens s'étaient dit, bon, en gros, ils s'étaient posé des questions de bon sens, et finalement, c'était ce qui donnait les meilleurs résultats. Donc, simplement se poser les questions de bon sens et se dire comment je vais accompagner, c'est déjà avoir fait un bon bout du chemin. Vous attendez quoi d'un RH et aujourd'hui, enfin, moi je trouve que l'exemple de la Poste, enfin, le RH, il n'est pas tout seul. Aujourd'hui, la transformation, c'est pas uniquement la RH, c'est la transformation, bien souvent, de tous les modèles d'affaires. Donc c'est pour ça que c'est très très compliqué. Enfin, dans la banque, on a une transformation du modèle d'affaires. C'est-à-dire qu'on était sur un modèle d'affaires de gestion de stock. La banque, c'est on collecte de l'épargne, on vend des crédits très long terme, et tout par un coup, on a cette gestion du stock qui est en train de s'accélérer. On est de plus en plus sur des commissions, et donc le modèle d'affaires est en train de changer considérablement. Et du coup, on avait beaucoup de temps avant, puisque, en gros, enfin, moi, dans mon métier, il y a 15 ans, sur la gestion de bilan de la banque, quand je donnais tous les éléments pour établir un budget, plus de 80% du chiffre d'affaires de la banque était fait au 1er janvier. Aujourd'hui, c'est en train de plus du tout être le cas. Donc, il y a cette accélération, cette transformation du modèle, et donc tout l'enjeu de la RH, c'est de pouvoir aussi bien communiquer avec toute la stratégie de l'entreprise. C'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant le cadre du groupe La Poste, c'est comment je capitalise sur ce que j'ai de plus précieux, qui est finalement le capital humain, pour pouvoir diversifier mes revenus. Et finalement, c'est ça l'exercice qui me semble être le plus important. C'est à la fois au niveau, enfin, la communication entre le modèle d'affaires et comment ensuite je valorise ce capital humain. J'aimerais rendre ça un peu plus interactif. Donc, dans la salle, déjà un petit vote rapide pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde que nos intervenants, qui est optimiste pour la fonction RH. En gros, le périmètre va s'agrandir, ou on va monter en gamme, ou les RH seront plus importants demain qu'aujourd'hui. Levez la main. C'est beau, il y a de l'optimisme. D'accord. Qui est plutôt pessimiste. Périmètre plus réduit, risque de disparition, risque d'ubérisation. Levez la main. Alors vas-y Armand, pourquoi? Oui, juste deux petites réflexions. Moi, je crains la mise en étau de la DRH entre la direction juridique qui va prendre la direction des risques et qui va s'emparer notamment de la question des données, de la RGPD
avec, en s'arrimant certainement, pardon, oui, je craignais la mise en étau. On t'entendait, mais ça. Ouais, la mise en étau de la fonction, pour être court, entre une direction juridique qui va pouvoir prendre la direction des risques et du multirisque auquel les organisations sont confrontées, et une DSI qui peut aussi rentrer sur un territoire extensif compte tenu des applications digitales qui sont offertes. Donc la culture RH, elle peut aussi être réintégrée par ces deux grandes directions, et c'est pas uniquement du concept, parce que je l'ai aussi vécu dans une expérience relativement récente. Voilà. Oui, mais de nationalité asiatique. Ouais. Pourquoi tu es pessimiste? Non, mais qu'on aborde les vrais problèmes. Hein. Je pensais pas avoir à justifier. Bah écoute, si. Ce que je vais dire, et je vais faire exprès de cristalliser la chose, au fond, si je suis sorti des RH, c'est parce que j'ai l'impression qu'on est les premiers malades. Et être dans une position de médecin de l'organisation et d'avoir autant travaillé sur soi, c'est pas facile. Effectivement, il y a d'autres directions qui, du coup, peuvent monter en gamme. Il y a aussi des raisons plus positives. Il y a des tas de choses qu'on a récupérées historiquement parce qu'elles étaient mal faites par d'autres. Si ces gens-là se mettent à avoir les outils pour bien les faire, ou les comportements, ou les usages pour bien les faire, fatalement, notre périmètre va changer. Mon pessimisme n'est pas sur l'importance de la fonction, mais sur la localisation des tâches qui ont fait très longtemps notre quotidien. Et notre capacité à changer de périmètre si le périmètre historique disparaît. Qui veut réagir là par rapport à... Ouais. Moi, je n'ai pas levé la main de suite parce que pessimiste, ce n'est pas pour moi le mot. Je rejoins ce que vous avez dit. Moi, j'ai l'impression, moi j'étais RH, j'ai changé de métier parce que je ne voyais pas assez de sens humain dans le métier RH, justement. Je fais de l'accompagnement maintenant. Et ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on peut se débarrasser de toute une partie qui, pour moi, n'a pas beaucoup de valeur ajoutée et faire vraiment de l'accompagnement. Enfin, pour moi, le sens des RH, c'est vraiment d'accompagner les gens, les aider à se développer. Mais ce n'est pas que des RH centralisés. Moi, ce que je vois là dans tout ce qu'on a décrit, c'est beaucoup de centralisation, finalement, centraliser des données, les exploiter. Je pense que RH, on a encore une carte à jouer dans l'accompagnement des gens. Et pour moi, c'est au contraire. C'est plutôt positif. Jérôme, est-ce qu'on voit, je te donnerai la parole juste après François, est-ce qu'on voit de manière différente les HR from USA? Je n'ai pas la prétention de pouvoir parler au nom des Américains. Je pense, je ne sais pas si c'est si différent que la France, mais le modèle, c'est que les ressources humaines sont beaucoup plus centrées sur la stratégie, les politiques, les outils, et faire tourner tout ça, sachant que l'accompagnement, tel que vous venez d'en parler, est beaucoup plus pris en charge par le management. Donc les ressources humaines sont là finalement en support du management. Évidemment, on peut être en escalade si jamais il y a un problème, etc. Et ça, c'est nécessaire. Mais c'est beaucoup plus le management qui a un rôle à jouer à ce niveau-là. Moi, je ne suis pas sûr que... Alors, toutes les entreprises ne sont pas sur cette maturité, mais c'est la vision, je veux dire, assez commune aux États-Unis. Est-ce qu'on gère différemment les RH quand on est en Asie ou en Afrique ou aux États-Unis, en Europe, comme L'Oréal, on est une multinationale? Ou au contraire, on cherche à faire aujourd'hui émerger grâce aux technos une vision un peu mondiale pour permettre la mobilité, pour partager des valeurs communes? Je crois que ce qui fait aujourd'hui, ce qui a fait le succès de L'Oréal, c'est justement cette proximité avec le business. Donc si je vous répondais qu'il y a un modèle unique qu'on cale partout, je serais complètement antinomique avec la vision du groupe, qui est d'ailleurs d'être extrêmement en proximité. C'est d'ailleurs un des mots auxquels nos DRH à plus haut niveau tiennent très particulièrement. D'ailleurs, je crois même que nous, on n'est pas, enfin, dans le R de RH, on est relation encore au niveau groupe. Il y a cette volonté de la proximité. Donc nous, on va avoir, d'ailleurs, on a regardé nos ratios, on a des ratios RH des fois qui sont importants, avec cette volonté d'avoir une RH de proximité qui prend d'ailleurs, puisque j'ai connu deux groupes, hein, j'ai été dans l'industrie lourde, dans le bancaire, dans l'industrie pharmaceutique, dispositif médical et dans l'assurance. Donc j'ai vu des secteurs très différents, et chez L'Oréal, on est vraiment dans le cocooning du management, hein, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses pour eux. On se supplie, à mon avis, énormément au management, et on a une relation
extrêmement privilégié avec les salariés. D'ailleurs, ça va peut-être vous choquer, mais je vais vous le dire, on pense même parfois que la carrière, c'est pas le manager qui va pouvoir la faire, puisque la plupart du temps, quand un manager il va avoir quelqu'un de performant dans son équipe, par certains qui sont promus par des valeurs d'altruisme et de faire grandir leurs équipes au-delà d'eux-mêmes, la plupart du temps, ils vont quand même garder des gens qui fonctionnent très bien dans leurs équipes. Et donc, chez L'Oréal, on a une vision du RH qui va dénicher les talents, qui va les voir se projeter et vraiment, les managers ne sont absolument pas propriétaires de leurs ressources. Et c'est d'ailleurs la qualification des talents, puisque j'ai en charge, entre autres, on a appelé chez nous la talent intelligence, puisque justement on est centré sur les données, et nous les données les plus importantes, même si on en a un scope très large, c'est la donnée des talents. Et donc dans tous les processus que vous connaissez tous de talent review, plan de succession, etc., c'est le RH qui est vraiment, en tout cas, responsable et qui va qualifier tous ces éléments. Donc vraiment, il y a cette force, en tout cas, du RH chez L'Oréal. Et il y a donc des politiques qui sont très centralisées, pour répondre à votre question, mais avec une volonté très forte des zones, puisqu'on a des zones aujourd'hui, et les zones, elles administrent leur politique. Elles vont avoir, on a donc par exemple dans une zone, je vais prendre l'Amérique du Sud, une patronne RH de l'Amérique du Sud qui va avoir un compagnie auprès d'elle, un responsable des systèmes. Maintenant, le responsable des systèmes, il ne va pas créer les systèmes, il va pouvoir coordonner, faire remonter, etc. Donc, en tout cas, la politique de proximité, elle est au plus proche du terrain et des pays. Alors, il y a le collectif Reconquête RH qui veut se manifester, François Gueuse, puis André Perret. Ça va taper fort. En fait, non, c'est le procureur et le juge, en fait, du tribunal des flagrants délits. RH qui va prendre la parole. Tout à l'heure, tu as demandé si on était optimiste ou pessimiste, et j'ai levé le bras en disant que j'étais personnellement optimiste, comme d'ailleurs un grand nombre d'entre nous dans la salle. Je mettrai malgré tout un petit bémol. C'est-à-dire que je reste optimiste si justement les RH se rappellent leur métier de RH. Et que nous ne tombons pas dans l'illusion technologique, l'illusion informatique, etc. Et surtout, et ça a été dit d'ailleurs à certains moments ce matin, que nous ne nous cachions pas derrière des algorithmes pour justifier des décisions plus ou moins faciles à assumer. C'est l'ordinateur qui a dit que, à ce moment-là, il n'y a plus de RH, on prend l'ordinateur et c'est tout. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je pense qu'il y a une véritable opportunité dans ces changements pour la fonction ressources humaines, si elle commence à intégrer aussi, comme ça a été dit là sur la table ronde, sur tout un ensemble de points tels que, je vais dire, les évolutions du métier, les évolutions du business. Utilisons le terme anglo-saxon, puisque on a Jérôme parmi nous. Est-ce que, d'une certaine façon, ces transformations-là, c'est pas à nous à aider l'entreprise, à les passer. Nous sommes pas nécessairement, et je me plais à dire que nous ne sommes plus une fonction support, nous devons être une fonction d'impulsion. Aujourd'hui, qui va réfléchir sur l'évolution du contenu des métiers ? Si on n'est pas là, vous inquiétez pas, c'est les managers qui le feront. Il y a d'ailleurs déjà certains grands groupes où ça se passe ainsi. J'ai vu certains groupes français, CAC 40, où on est en train de travailler actuellement sur des démarches compétences, et vous regardez dans le groupe de travail, où sont les RH ? Nulle part. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, ils sont restés enfermés sur des tâches à très faible valeur ajoutée, ou d'une certaine façon, on est resté dans une logique de gestion de processus, et on n'est pas là pour apporter, je vais dire, un grand coup d'air frais dans tout ça. On a besoin absolument de le faire. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va nous dire « Excusez-moi, monsieur le DRH, ou madame la DRH », mais généralement, les DRH sont encore des hommes, vous êtes bien d'accord avec moi. Il y a Raphaël qui tousse. Mais je la comprends. Mais entre guillemets, si on force pas la porte, il ne faut pas qu'on vienne se plaindre qu'on est resté sur le palier. Je suis peut-être un DRH de combat, certains le disent, mais à mon avis, si on ne s'impose pas, si on ne prend pas la dimension et la mesure de ces changements, et si on n'y va pas, ah oui, c'est vrai, on peut être inquiet. Si on y va, à ce moment-là, assumons-le pleinement, ne nous planquons pas derrière les outils, et essayons de repenser véritablement aussi à notre propre valeur ajoutée. Est-ce que ma valeur ajoutée,
c'est de produire des tableaux de bord que personne ne lit. Attendez, j'ai été DRH suffisamment longtemps, ça m'est arrivé, hein. D'accord? Ou est-ce que ma valeur ajoutée, c'est pas justement d'accompagner à la fois les managers, comme le dit Nicolas, mais aussi le comité de direction dans toutes ces réflexions et dire, attendez, là, nous, on a des choses à vous proposer, on a des choses à avancer, et si on le fait pas, eh bien, là, à ce moment-là, on pourra être particulièrement inquiet. Et je rejoindrai ce que tu disais concernant le fait qu'on risque d'être coincé entre une gestion des risques et les managers, et on va dire, c'est plus une fonction, c'est simplement des missions, et on l'éclate sur tout le monde. Voilà. André? Alors, le DRH étant une fonction d'impulsion, j'en suis d'accord, mais il est aussi dans le business. Il n'est pas au service du business, il est dans le business. Et je pense que l'expérience de la Poste est très flagrante là, sur cet aspect-là. Parce qu'en définitive, tu es la réponse à la fois à un changement de stratégie, une diversification, hein, tu citais le cas des courriers qui diminuaient, et puis donc du fait d'avoir malgré tout à ne pas abandonner les gens qui sont en poste. Il se trouve, hier, je discutais à Abidjan avec le DRH. Un homme international. Hein, Non, arrête. On l'appelle André l'explorateur. Avec le DRH de la compagnie Bob l'éponge. d'électricité ivoirienne. Ils passent, eux, du jour au lendemain, au compteur intelligent. 2000 personnes en moins. Des personnes qui sont éminemment peu qualifiées. Or, la réaction du DRH, j'ai trouvé ça assez fabuleux, ça a été de dire, moi je suis dans une situation, et il citait la Poste, hein, dans une situation où on pourrait peut-être imaginer qu'on fasse comme la Poste chez vous à Paris. Et de dire, en continuant sa réflexion, mais non, parce que moi, j'ai pas une chute du courrier, j'ai pas une chute de l'électricité, au contraire, là, ça va bien. J'en exporte de l'électricité. Donc, c'est la décision stratégique, c'est pas une diversification. En revanche, je prends en pleine figure une problématique qui est une problématique RSE. Et là, ça permet de rajouter une dimension, en fait, amenée par le digital et la transformation des métiers, qui est qu'à un moment donné, et quand tu disais que je suis évidemment favorable au DRH hors les murs, c'est vrai que la RSE, on l'a laissé passer il y a un certain nombre d'années, on s'en est un peu désintéressé. Aujourd'hui, il est grand temps qu'on la reprenne. Voilà. Tu veux réagir? Oui. Moi, en fait, l'évolution de la fonction RH, si la fonction RH veut croître et embellir, elle ne s'appellera peut-être plus RH, mais ça on s'en fout complètement. Je pense qu'il faut qu'on s'empare, qu'on prenne le pilotage de tout ce qui est RSE et excellence opérationnelle. Si on ne prend pas la RSE avec notamment tout l'aspect engagement sociétal, et on sait très bien que nos collaborateurs, ils seront fidèles à des démarches, ils seront fidèles à des projets qui vont leur plaire, mais dès que les projets et les démarches ne leur plairont plus, ils iront voir ailleurs et ils auront raison. Personnellement, moi, je ne vois pas l'entreprise comme une secte où les gens lui sont fidèles parce que c'est la plus belle, ça non. Une organisation, c'est une organisation. D'accord ? Elle est conduite par des hommes et des femmes et ça peut changer si les hommes et les femmes changent. Donc je crois qu'on a de plus en plus à gérer des collaborateurs qui viendront parce que ce qu'on leur propose à un instant T leur plaît et leur permet de se réaliser. Et l'engagement sociétal, quand la boîte permet à des collaborateurs d'aller passer quelques jours par an à faire de l'accompagnement de personnes en difficulté, à aller monter des projets qui sont utiles dans tel ou tel pays ou en France d'ailleurs, je pense que ça participe du sens qu'on donne au projet de vie de quelqu'un. Et ça, on éclate complètement les frontières, les murs des entreprises. Alors justement, on parle de DRH sur les murs depuis tout à l'heure. Non, tu peux réagir aussi. Vas-y, Jean, vas-y. Je suis en train de me dire, finalement, Michel, tout à l'heure, disait qu'on n'avait pas beaucoup parlé de ressources humaines. Finalement, pendant toute la journée, là, je trouve qu'on reparle que de ressources humaines, finalement, et plus beaucoup, finalement, de digital. Mais je revenais à, finalement, la question du départ en disant les digital dedans. Mais finalement, quand on parlait tout à l'heure des tâches répétitives, etc., aujourd'hui, on est comme toute fonction contraint par les budgets, par la performance de l'entreprise, etc. Donc, si on veut dégager du temps, ce que tu disais, pour faire plus sur la RSE,
pour accompagner la transformation, on a besoin de dégager des ressources. Et on sait que si on demande aujourd'hui 10 ou 15% de ressources supplémentaires, on ne les aura pas. Donc pour moi, le digital, le fait de pouvoir éventuellement gagner des ressources et repositionner les ressources existantes sur des métiers plus intéressants qui sont complètement en phase avec je veux dire, ce que peut apporter les ressources humaines à l'entreprise, là, on est tout gagné. On va passer à cette notion de DRH dans les murs. On voit effectivement qu'aujourd'hui, la durée de vie d'une compétence se réduit drastiquement. On est passé de 30 ans à 3 ans en 20 ans, pour vous dire. Donc on est quand même, et on a besoin de renouveler en permanence nos compétences, qu'elles soient techniques ou comportementales. Et donc sur le volet techno, comment chacun d'entre vous réalisez-vous vos propres veilles pour être ce fameux, comment vous reniflez les applis, vous intéressez à telle start-up, à telle technologie. Raphaël, c'est quoi votre programme d'apprentissage, d'apprenance et de veille permanente? La veille, je la fais pas mal sur Twitter avec des hashtags. Donc, à la fois dans les domaines de ressources humaines, et puis comme je suis dans la banque, sur ce qui se passe sur la banque, et puis sur l'intelligence artificielle, blockchain. Et puis sinon, enfin, moi je suis en train de vivre une expérience, je peux partager un petit peu ce retour d'expérience qui est un petit peu récent. En fait, je me suis inscrite à une école des robots pour apprendre à élever une intelligence artificielle. Donc c'est le journaliste Benoît Raphaël qui fait ça, qui est le média Flint, en fait, qui est une revue, revue de presse personnalisée. Et donc l'idée, c'est de pouvoir interagir et apprendre avec la machine. Et le premier retour qui est intéressant, c'est que justement, ça démystifie complètement l'intelligence artificielle qui est basée sur des réseaux neuraux. Et dans le même temps, c'est un véritable miroir. C'est-à-dire que la machine va répondre en fonction de ce qu'on va lui avoir dit. Et du coup, ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Donc, et ça nous renvoie à notre propre responsabilité. Donc, je trouve juste que, pédagogiquement, c'est intéressant. Bon, c'est sûr, après on paramètre. Moi, je suis simplement sur quelque chose d'une fois par semaine. On peut faire tous les jours. On peut paramétrer aussi le nombre d'articles que l'on veut. Mais je trouve que l'expérience pédagogiquement est intéressante. De ton côté, comment tu fais, Nicolas, toi, pour faire ta propre veille et ta montée en compétences permanentes? Alors, on a une chance quand on travaille chez L'Oréal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent taper à la porte, naturellement, un peu comme dans les candidatures, les CV, etc. Donc on rencontre beaucoup de monde. On regarde à la fois, bien évidemment, sur tout ce qui est intelligence artificielle, mais également les systèmes d'information, puisque nous, on est en réflexion aussi profonde de ce que sera notre système d'information de demain. Ce qui est impressionnant, ce que je partage avec vous, parce que j'en ai rencontré un certain nombre, c'est ces jeunes qui ont créé des startups sur la data, qui ont des compétences absolument phénoménales. On en finit par se dire, mais avec qui on va travailler, parce qu'on a l'impression de ne pas savoir avec qui on va renoncer, quel est le modèle le plus pertinent. Je crois qu'il faut surtout faire des tests, c'est ce qu'on fait. Nous, on a des approches test and learn. Donc on travaille sur des petites populations, sur des sujets, et on voit ce que ça donne. Et après, on étend les critères de pertinence. Mais on se pose cette question sur plein de sujets. Moi, dernièrement, en tout cas, un des sujets sur lesquels je travaille, c'est l'attrition. Nous, on a énormément de volume de recrutement. Globalement, on recrute 4000 recrutements par an. Et donc, nous, on a des jeunes qui décrochent dans les premières années. Pour quelles raisons? Alors, en plus d'études qualitatives qu'on est en train de mener, comment la data peut nous aider dans un sujet comme cela, à la fois à comprendre les causalités, mais également, demain, comment on peut imaginer qu'il y ait des algorithmes qui puissent aider le RH à avoir des signaux d'alerte en amont pour aller sur des populations où on pourrait avoir des petits red flags, etc. Donc, par exemple, là, c'est un des sujets, mais il peut y avoir une multitude de sujets sur lesquels on va pouvoir apporter de l'intelligence au service, finalement, du RH. On sait aussi que dans les recrutements, il y a maintenant, on peut se poser la question du métier de recruteur.
Est-ce qu'on recruterait de la même façon que certains ordinateurs face à des tests ou à le métier de recrutement peut complètement changer demain. Et on peut avoir des propositions de candidats qu'on n'aurait pas du tout sélectionnés. Ça, c'est très intéressant. Pascal? Je ne suis pas très représentatif parce que comme je crée cette direction d'innovation sociale, j'ai passé mes 2 premiers mois de l'année dans des startups, dans des grandes entreprises chez mes copains de DRH pour voir ce qu'ils faisaient, et chez France Stratégie, etc. Donc j'étais complètement dedans. Et ce qui m'intéresse, c'est comment organiser finalement la veille de toute la communauté managériale et pas que RH. Donc je pense qu'on va peut-être être amené à développer des idées de think tank internes qui, je dirais, identifient les bonnes pratiques managériales à la poste, mais également à l'extérieur avec des experts externes et internes, et que l'on confronte tout ça. Et dans cette composition du think tank, il y aurait bien évidemment des startups, il y aurait des experts de grands groupes ou de PME, mais pas que RH, et puis des gens de la poste. Bon, quand on est à la NDRH Île-de-France, avec tous les réseaux qu'on croise, je pense que c'est très important de croiser les réseaux avec Reconquête RH, avec FAS, avec naturellement, je dirais, des mises à niveau. Enfin, une mise à niveau, j'aime pas trop le terme, parce que le niveau, il change sans cesse. Mais on a des échanges, des confrontations en permanence. Jérôme? Je vais rebondir sur ce que disait Pascal, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il y a un foisonnement, je vais dire, de solutions qui, certaines sont très intéressantes, d'autres beaucoup moins. Comme on l'a dit, je crois, depuis ce matin, derrière l'algorithme, il y a un homme, et que si cette personne, elle n'y connaît rien, elle n'a aucune expérience, l'algorithme il fera que du mauvais travail, et il le répétera à l'infini. Donc le fait d'avoir des think tanks et d'avoir des moyens, je veux dire, de partager cette expérience, parce qu'il y a des choses très intéressantes, et à ce moment-là, il faut le faire savoir, et ça permettra de faire, je veux dire, de passer d'un effet de mode à quelque chose de beaucoup plus professionnel et efficace. Moi, je travaille chez ATT, je suis une grosse entreprise comme L'Oréal, donc effectivement, on a le même pouvoir, je veux dire, d'attraction. On est également extrêmement centralisé, mais on participe actuellement aussi à une énorme réflexion sur les systèmes d'information RH très globalisés, et donc on a la chance de pouvoir regarder différentes solutions et de pouvoir, je veux dire, compléter ça par des participations à des journées comme celle d'aujourd'hui. Ok, allez, je sens que la tension faiblit un petit peu. J'aimerais que dans la salle, et en particulier les jeunes, quand je dis les jeunes, les étudiants, les moins jeunes, n'importe qui, mais aussi les jeunes, vous puissiez nous exprimer. C'était mal parti. Tu t'es rattrapé là. Vous pouvez exprimer, les RH ou d'autres salariés, une action RH dont vous êtes particulièrement fier, en lien avec les data, ou avec la techno, etc. Moi, dans ma boîte, je suis hyper fier de ça. On a fait ça, ça me semble être une bonne chose. Je voudrais partager avec vous cette pratique. Parce qu'en fait, il y avait bien 80% d'optimisme dans la salle. Et on a compris que l'optimisme, ça s'appuyait sur des faits. Donc j'espère qu'il y a des faits à partager qui nourrissent cet optimisme. Bonjour, Marc Riedel. On te connaît déjà, tu as vu ce matin. C'est moi avec le marteau. C'est notre pompier marteau. Je voulais juste partager avec vous une expérience que j'ai vécue en tant que recruteur pour des pompiers volontaires. Alors les pompiers volontaires, si vous ne savez pas ce que c'est le énième engagement qui vient complètement bousiller la conciliation de vos sphères de vie, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et dans laquelle on vous demande de faire la même chose qu'un professionnel, la même formation, les mêmes contraintes, voire plus, puisque vous ne relevez pas du droit du travail, et donc vous pouvez encaisser 6 000 heures de disponibilité en astreinte par an. Voilà, pour vous donner une idée. Non, mais c'est aujourd'hui 80% du territoire est défendu là-dessus. Donc les techniques de recrutement pour faire venir quelqu'un à l'intérieur sont particulièrement difficiles. Et à partir du moment où vous employez et de la donnée et une approche humaine, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Pascal Bernard de la Poste, la proximité, le maillage territorial, les pompiers partagent un petit peu les mêmes choses que la Poste. Et bien derrière, quand vous dites que quand vous faites 10 recrues dans le petit village de Joncy, qui fait 800 habitants en Saône-et-Loire, et qui est à 45 minutes du prochain centre de secours, que derrière ces 10 recrues, elles restent pendant 10 ans et elles sont toujours là, hommes et femmes, à parité égale, en plus on n'a pas fait exprès pour le coup, on se dit, tiens, ça commence à être intéressant.
Donc sur les métiers qui ont un devoir de fiabilité, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, et de savoir allier et l'outil analytique, RH, et en même temps la présence humaine et engagée sur le terrain, c'est quelque chose d'incontournable. Et pour terminer, pour dire comme je suis optimiste, je vous remercie parce que c'est une première fois pour moi de venir dans ce genre d'assemblée. Grâce à vous, j'étais un peu blasé sur plein de choses et je redeviens optimiste. Alors, je voudrais juste vous donner quelque chose. Il va nous faire pleurer, hein, c'est dur. Hein. Merci Marc. En cadeau, les mots de Hölderlin, qui est un poète, et je ne me sers pas que d'un marteau, qui dit là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Donc n'ayez pas peur. Allez, une RH, un RH qui veut nous inspirer par une fierté dans son entreprise. Non, c'est pas ça. Non, qui veut nous déprimer, pardon. Allez-y. Moi, dans ma boîte, dans mon ex-boîte chez Airbus, ils ont mis en place une application qui permet de partager des émotions positives et grâce à du deep learning et de l'analyse sémantique à analyser et à cartographier les forces des collaborateurs. Et donc, pour rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Nicolas, on parle plus de talent, mais des talents, parce que retour d'expérience d'une salariée d'Airbus, j'étais dans le programme de talent et je trouve ça dommage qu'on parle encore de talent. On a des talents à mettre à disposition de l'entreprise, on a des compétences, on a des forces, mais voilà, je trouve ça dommage d'exclure. Je trouve qu'on exclut beaucoup, on met à part des hauts potentiels avec le reste des collaborateurs, et ça c'est mon retour d'expérience en tant qu'ex-Airbus. Et voilà, c'était témoignage positif sur ce qui est mis en place. Ok, super. Ouais. Covea en force aujourd'hui. Hein. Allez-y. Covea, mais pas RH. Donc, je disais tout à l'heure, donc, ce que je vais donner comme exemple que je trouve inspirant, alors peut-être que vous, les RH, il vous semblera naturel, c'est ce que j'ai vécu en tant que manager en ayant la responsabilité des réclamations. Donc, sur les réclamations, le digital a, comme dans la banque et l'assurance, enfin sur l'assurance que je connais mieux, un impact direct qui est qu'il crée plus d'écrits. Donc, les interactions sont multipliées par 2, par 3 pour gérer le même dossier, qu'on gère avant tout par courrier, on va dire manuel ou dactylographié, et quand il y a des emails, quand il y a des SMS, etc. Et les sollicitations sont permanentes. Ce que je veux donner par cet exemple-là, c'est la preuve que les RH, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont une position frontale par rapport au manager qui lui permet d'accompagner le changement de ses équipes sans que les RH interviennent, je dirais, silotés au sein d'un projet comme acteurs de la conduite au changement, etc. Dans ce cas-là, très précis, on a mis en place une démarche d'amélioration continue apprenante qui a permis à l'équipe d'abord de considérer qu'elle était une équipe, c'est-à-dire qu'on est sorti de réflexes, je dirais, typiquement digitaux et personnels, l'individualisation des piles, l'individualisation des bannettes, etc. Donc il y a eu un certain nombre d'enseignements, je vais épargner cette partie-là, mais qui conduit ensuite l'équipe à réfléchir collectivement à ce que pouvaient être ses valeurs ajoutées. Et donc pour le manager, c'est du bénéfice, parce qu'on n'a pas mis en place un nouvel outil, on a mis en place une nouvelle écoute vis-à-vis de l'équipe. Et les RH, et la mission qui a été mise en place, était beaucoup plus, je dirais, incarner beaucoup plus cette idée d'être à l'écoute, plutôt que cette idée d'accompagner un énième changement ou un lexier outil. Et donc l'équipe a pu définir en particulier quelle était sa valeur ajoutée, et donc son nouveau métier, et donc les nouvelles compétences. Et c'est bien sûr pas répondre aux clients instantanément, c'est bien sûr négocier et imaginer de nouvelles solutions. Si je suis en réclamation, c'est parce que je suis capable de dire à mon client quelque chose qu'on ne lui a pas proposé jusqu'à présent, et que je suis même presque capable de lui proposer ça comme la solution qu'il va accepter. Merci. Je te redonnerai la parole dans quelques instants. On a d'autres qui veulent nous inspirer, partager avec nous une fierté ou une déception d'ailleurs, hein, ça peut aussi être négatif. Ouais. Hop, pardon. Christelle Olivec, DRH de la maison Collan. Je vais me permettre de prendre la parole parce que je trouve que depuis ce matin, les TPE et les PME ont été très peu représentés. En l'occurrence, ma structure, j'ai à peu près moins de 200 effectifs. Donc, on est loin des L'Oréal, La Poste et compagnie. Et en même temps, on est dans
on est en plein dedans dans le digital et on a beaucoup de mal parce qu'on a peu de moyens, relativement peu de moyens, donc pas facile. Cela dit, positif parce que je suis en plein dedans, donc mise en place d'un SIRH, mais vraiment pour reprendre beaucoup de ce de témoignages qui sont mis depuis ce matin dans l'accompagnement. Juste un module du SIRH qui est la GTA, ça va me parler pour un certain nombre de professionnels, hein. C'est-à-dire de mettre en place une interface pour qu'ils puissent poser leur CP, leur demande de RTT, etc. Les 3/4 des effectifs n'ont pas d'adresse email. Donc la première étape, ça a été de devoir avoir accès à un outil informatique et de devoir leur créer une adresse email. Donc déjà ça, vous ne vous rendez même pas compte de et ça rejoint les sujets sur la fracture digitale. Incroyable, voilà, que c'est pour eux. Donc on est très loin de tout ça en fait. Donc vraiment, n'oublions pas aussi le paysage français qui est quand même composé dans sa grande majorité de PME. Donc la réalité virtuelle, tout ça c'est passionnant et moi je suis à fond dedans, mais sur le terrain, la réalité concrète de ce qu'on a aujourd'hui, nous professionnels en PRH, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà. Non, alors c'est vrai que le biais, c'est que c'est le Master 2 GRH dans les multinationales qui organisent des événements. Donc c'est vrai qu'il faut vous l'intégrer. Oui, Frédéric, tu voulais réagir? Mais c'est des remarques tout à fait compréhensibles et la question de la fracture numérique, elle se pose, hein, très, très fortement. Oui, en fait, je voulais réagir et ce que vous venez de dire tombe tout à fait en fait dans l'idée qui venait d'émerger. Quand je vous entendais, je me disais waouh, c'est génial en fait. Voilà des RH et des structures qui sont globalement en phase avec les enjeux et prêts à y faire face. Et en même temps, je me disais mais la majorité du temps, les RH que je croise, eux, déjà Twitter, c'est pour les célébrités, quoi. Pourquoi j'irais sur Twitter? Et donc je me disais, vous avez une vraie chance de pouvoir aller avec France Stratégie, de pouvoir traiter la data, et en même temps, 98% des RH que je croise sont à des milliers d'années-lumière de toute cette réalité-là. Et ça me faisait connecter à une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, qui est, on parlait à un moment dans l'après-midi des comptables, et tout le monde sait que globalement, ils sont en ligne de mire pour l'automatisation. Et pour avoir eu l'occasion d'intervenir auprès de l'ordre des experts comptables, j'ai eu une prise de conscience où je me suis dit, waouh, voilà une fonction qui, malgré tout, du fait de l'ordre des experts comptables, se structure pour travailler ensemble face aux enjeux qui sont les leurs, quoi. Et là, je me dis, on se posait avant la question, être optimiste ou pas optimiste pour les RH. En l'occurrence, j'ai levé la main ni pour l'une ou l'autre des options, dans le sens où je me dis, mais en fait, c'est quoi un RH? Il n'y a pas d'ordre des RH. C'est pas comme à un moment, je suis dans d'autres pays, il y en a, hein, tu sais, dans d'autres pays, au Canada, oui, en Angleterre, mais donc, je me dis, on est finalement, en tant que RH, chacun seul à essayer de se débrouiller avec cette réalité. Et est-ce qu'il n'y a pas, justement, pour faire face à tous ces enjeux, des enjeux vraiment de mutualisation et de travailler ensemble au sein des RH, un peu dans cette idée d'ordre, mais parce que là, j'ai plutôt l'impression que c'est le désordre. Il y a ceux qui vont très vite, qui avancent. C'est parfois du chaos et la lumière aussi. Et donc, peut-être des mutualisations entre des structures comme les vôtres et au-delà des startups, et bien embarquer aussi les RH de PME qui, voilà, une majorité n'ont pas d'email au niveau des salariés et pas du tout dans la même réalité que de pouvoir traiter la donnée. Tu passes le micro à ton voisin. Merci Frédéric. Turbulent, finalement, François. Oui, non, mais comme d'habitude. Tout d'abord, pour rebondir sur la remarque de Frédéric, je pense, et moi je suis particulièrement heureux, et ça a été signalé ce matin, du fait que cette journée est organisée en partenariat avec la NDRH Île-de-France et la NDRH Alésia Nation. Et en fait, à la NDRH Île-de-France et à Alésia Nation, il y a des DRH, entre guillemets, de toute taille, si vous me permettez. Hein, et ça, c'est important. C'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange. Et ça, ce sont des points qui, pour moi, sont extrêmement positifs de voir que, globalement, tout le monde commence à s'y intéresser. Maintenant, en fait, j'avais levé la main, c'était pour partager une expérience sympathique. Bah écoute, je suis ravi, parce que c'est vrai que souvent, il lève la main pour partager un coup de gueule. Voilà, génial, en fait, c'est une expérience à la fois sympathique et assez ancienne, puisqu'elle date de 97. Vous voyez, c'est rien qu'à cette sympa de
Excuse-moi, François. Vous voyez comment il me casse là? C'est bon. Non, j'en ai d'autres depuis, mais celle-là me paraît particulièrement importante parce que c'est un point auquel on va être confronté. À l'époque, j'occupais un poste de directeur de la stratégie à l'intérieur d'un établissement hospitalier, entre guillemets d'ailleurs l'un des plus grands de France. Un peu plus de 3500 agents, 330 médecins, enfin, vous voyez un peu la taille, déjà la belle boutique, quoi. Et dans cet établissement, on avait à l'époque, je pense que Pascal, tu dois t'en rappeler, le PMSI, donc le programme médicalisé des systèmes d'information, qui était là pour calculer l'activité et donner une valeur à l'activité produite par un établissement, ce qui servait derrière ça à nous donner le budget ou pas. Et en fait, tout ceci était calculé avec des algorithmes savants au niveau des ARS à l'époque, ou ARH, je ne me rappelle plus comment on l'appelait, ARH à l'époque, hein. Où d'une certaine façon c'était d'une obscurité totale, mais où seul comptaient en fait les belles pathologies. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est pas le patient, hein, c'est la pathologie qui nous intéresse là. Le patient, c'est le sac de viande qui héberge la pathologie. Quoi? Vous n'en avez pas eu l'impression de temps en temps? Allez à l'hôpital. Je suis un peu. Et d'une certaine façon, à l'époque, j'avais en charge la stratégie, mais tout un ensemble de services annexes, on savait pas quoi faire. Donc on m'avait filé le contrôle de gestion et donc le système médicalisé avec le médecin en charge de ça. Et on a dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est véritablement, hein, le contrôleur de gestion, de calculer le coût au séjour du patient. À l'époque, on y pensait à peine, etc. Nous avons mis en place à ce moment-là un système à base d'analyse décisionnelle. On appelait ça des cubes décisionnels pour ceux qui connaissent ça. Et ben, ça nécessitait non plus de s'intéresser simplement à la catégorie majeure de diagnostic ou au diagnostic, mais aussi que l'on reprenne, par exemple, le nombre d'actes soignants, pas médicaux, soignants, qui ont été faits. Enfin, tout un ensemble de choses qui, jusqu'à présent, et jusqu'alors, étaient complètement invisibles. C'est-à-dire que nous avions toute une partie de la population qui travaillait dans cet établissement, infirmières, aides-soignantes, qui participaient à la prise en charge, dont la valorisation du métier était que dalle, parce qu'on ne regardait l'activité qu'au regard du prisme du médecin. Il a fallu qu'on mette en place une cellule spécifique, hein, on l'a appelée à l'époque la CIA. Cellule d'investigation sur l'activité. Vous avez compris qui avait trouvé l'acronyme. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui, il faut que nous fassions attention parce que le digital, ces outils-là tels qu'ils sont là, risquent d'une certaine façon de rendre invisible tout un ensemble d'opérations, tout un ensemble d'actions. En fait, le digital, ça fait perdre la matérialité. Et ce qui compte, à mon sens, dans cette expérience, c'est pour ça que j'ai repris celui-là, il y en a eu d'autres derrière, c'est d'une certaine façon aussi de redonner la matérialité du travail, de redonner aux gens le signal qu'on sait ce qu'ils font, on leur en est reconnaissant. Alors, c'est parfois plus facile de dire merci qu'un chèque, hein, c'est vrai, mais on en est reconnaissant et d'une certaine façon, on intègre tout cela à l'intérieur. Et ça, c'est un point qui peut être intéressant. Quand on veut se réapproprier tout un ensemble de choses par le digital, il ne faut pas qu'on oublie ce point-là, parce qu'il y a tout un ensemble de choses qui risqueraient d'être balayées, ou tout du moins de devenir invisibles. Et je pense que bon nombre de collaborateurs se plaignent de ce qu'on va appeler le travail invisible. Alors notre débat touche à sa fin, mais j'aimerais bien, en commençant par Raphaël, que vous partagez avec nous une fierté, un espoir, une réalisation, peut-être parler de la charte par exemple, et un rêve peut-être pour notre fonction. Oui, alors effectivement, je vais parler de la charte, et déjà commencer par la position de la CFE-CGC, en fait, c'est de dire qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. Et bon, une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, mais comment on fait? Et des réalisations concrètes, c'est effectivement la charte que nous avons construite avec le LabRH. Donc, pourquoi une charte éthique? En fait, l'éthique, c'est, j'ai envie de dire, le préalable à l'acceptabilité de l'intelligence artificielle. Et
cette charte, elle s'appuie sur, on en a parlé lors de l'atelier, sur le fameux RGPD. Et finalement, quand on reprend la genèse du RGPD, c'est créer la confiance de l'économie numérique au sein de l'Union européenne. Et donc, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la même chose. C'est au sein des ressources humaines, c'est créer la confiance dans la donnée qu'on va utiliser sur les collaborateurs. Et ce sur quoi on insiste beaucoup, je veux dire, sur la vision syndicale de la charte, ce sur quoi aussi on a beaucoup insisté, c'est sur cette fameuse sensibilisation et formation des collaborateurs, parce que la donnée, elle n'est pas... en fait, avec le RGPD, l'entreprise a la responsabilité, bon, ça on nous l'a expliqué, on n'est plus dans la déclaration préalable auprès de la CNIL, c'est maintenant la responsabilité de l'entreprise, et cette responsabilité, elle ne s'arrête pas au niveau du comité exécutif ou du comité de direction, c'est l'affaire de tous les salariés. Donc c'est pour ça qu'on a mis dans la charte qu'il fallait absolument avoir une sensibilisation des collaborateurs à cette fameuse culture de la donnée. Ça, c'est le premier axe pour les DRH. Et puis, le deuxième axe, c'est comment je cultive la donnée. Et là, l'importance dans le cadre du RGPD, qui va être beaucoup plus contraint, mais comme disait Léonard Vinci, toute contrainte mais grâce. Et donc, là, ça va être surtout de pouvoir avoir une donnée de qualité. Parce que si c'est le b.a.-ba, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme dans la cuisine, on ne fait pas de bons plats si on n'a pas de bons ingrédients. Eh ben, c'est la même chose, si on n'a pas une donnée de qualité pertinente, on n'aura pas, je dirais, après des informations qui soient exploitables après pour les ressources humaines. Ok, merci. Nicolas, une fierté, un rêve, une vision, un flash. Non, mais j'ai commencé très négatif, en tout cas alarmiste au départ. Moi, je suis assez passionné en tout cas de ces questions de data. C'est une nouvelle fenêtre en tout cas dans la maison qu'on va avoir à tous ouvrir. Il ne faut pas se poser des questions, de se dire est-ce que derrière la complexité elle va arriver et on va tous ensemble devoir de toute façon y aller. Les RH, mais comme tant d'autres, on a parlé de cette fonction, mais vous savez, on a parlé aussi également de métiers qui sont plutôt avec des tâches répétitives. Et les commerciaux avec le e-commerce, en tout cas, ils prennent ça aussi de plein fouet. Donc, on est tous concernés, on va tous travailler autrement, on va avoir de nouveaux métiers. Donc, ça va créer des nouveaux besoins RH. Moi, j'ai un rêve, c'est de devenir DRH. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé beaucoup dans les systèmes, j'ai travaillé beaucoup dans les fonctions de compte and bench, j'ai amélioré des processus, mis en place des systèmes, créé des fonctions. Moi, si j'ai un rêve, c'est de basculer du côté RH, en tout cas dans les prochaines années, et vivre une réalité, j'ai envie de dire augmentée, mais une réalité passionnante, et pas un cauchemar au quotidien. Donc j'espère que grâce à la donnée et au système, je serai passionné avec vous dans des métiers de ressources humaines. Okay. Jérôme, I have a dream. Peut-être avant de partager l'expérience, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez sur les PME, TPE, et je rebondirais sur ce que Nicolas a dit au début sur le fait qu'il y avait, je ne vais pas employer le nom de fracture, mais que effectivement entre le monde des très grandes entreprises qui sont déjà complètement, je vais dire, impliquées dans cette démarche, on va dire d'accompagnement, et les TPE, PME qui là ne le sont pas. C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu. Et je pense, j'invite avec André, on est tous les deux sur Alésianation, d'aller dans les réseaux justement, parce que on est là pour aider ceux qui n'ont pas la chance peut-être d'être dans ces grands groupes, de partager l'expérience avec ceux qui le souhaitent. Et on parlait tout à l'heure de Think Tank, c'est peut-être aussi un moyen de partager les best practices. Juste parce que j'allais dire, moi, j'ai une expérience personnelle. Parce que je suis pas sûr que, par nature, j'ai été complètement dans le changement et dans l'innovation. Il y a 2 ans, on m'a demandé de prendre,
de mettre en place un projet parce qu'il y avait différents pays qui travaillent à travers le monde sur des guides ressources humaines locaux. Et donc chacun avait son guide avec sa structure, etc. Alors on m'a dit, est-ce que tu peux travailler là-dessus pour essayer d'harmoniser, d'avoir quelque chose d'un peu plus consistant. Donc moi je suis parti, j'allais dire, à la vieille école, on regarde, on essaye de mettre une structure en place, etc. Et puis quand on a commencé à tester avec les clients pour dire est-ce que ça vous va, est-ce que ça répond aux besoins, globalement on nous a dit oui mais bon, c'est pas digital ça. C'est vrai que c'est pas digital. Et après j'ai travaillé avec mon équipe projet et j'ai dit bon bah est-ce qu'on peut le faire? Et au départ les freins étaient terribles. Et je pense que dans l'équipe projet pendant 3 mois on n'a rien fait. En fait, on a fait toutes les semaines, on était en réunion. Ouais, on a eu besoin de maturer pour accepter l'idée qu'on pourrait peut-être avoir un système online, plus faire de papier. Alors, on est dans un groupe international, donc tout en anglais, et qui soit, in fine, quelque chose qui puisse répondre à un besoin. Et on est sur du self-service. Généralement, le self-service, c'est ah d'accord, ok, les ressources humaines, ils veulent pas le traiter. Et ça marche pas très bien. Donc nous à l'international, le self-service, c'est bon, ils ont un site, ils vont aller chercher des informations. Quand on regarde les guides comme ça, bah, ils sont quand ils existent en langage local. Et s'il y a un manager qui gère une population à travers le monde doit aller regarder, je sais pas, X documents, c'est juste infaisable. Donc ils appellent les ressources humaines, donc ça prend du temps, souvent pour des questions très basiques. Les droits à congé, etc., etc. Donc 3 mois juste pour arriver à dire dans l'équipe projet, on peut faire quelque chose. Je vais le faire court. Le 3 avril, on va lancer le projet. 0 coût. On l'a développé en interne. On n'a pas été chercher une application. On l'a développé en interne. Le seul coût qu'on a, c'est à peu près $3 000 et c'est juste sur de la communication. Juste parce qu'en fait, l'idée, c'est de dire, au lieu de faire des slides et faire plein de calls où on va expliquer comment c'est tellement bien, on va faire une vidéo de 2 minutes qui est beaucoup plus intéressante parce que ce qu'on a fait, c'est interactif, donc on n'a pas besoin, de passer du temps dedans. Et dedans, donc le 13 avril, il y aura 13 000 salariés qui seront capables d'accéder aux informations RH locales, online, de façon quasiment immédiate. Et je pense que comme l'expérience qu'on a avec les applications, quand on a commencé à avoir une application qui fonctionne bien, on n'appelle plus la SNCF. Okay. Alors la chute était surprenante. Hein. Ok, Pascal. Je voudrais réagir effectivement sur les PME. Je pense que très important ce qui a été dit, et pour la Poste, je pense qu'on va avoir la volonté de travailler au niveau des bassins d'emploi, toutes entreprises confondues. Parce que c'est là que se passe la cohésion sociale. Et s'il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de business. Ça, c'est clair. Et on a parlé de l'intelligence artificielle qui allait peut-être permettre de dégager des profits, et grâce à ces profits, les gens iront faire de l'engagement. Je ne vois pas tout à fait les choses comme ça. Moi, ça va de pair. Si je prends ma branche est organisée en 400 établissements. On a 400 établissements. Dans chaque établissement, il y a entre 200 et 600 personnes, avec un directeur d'établissement, un DRH, etc. Si je favorise l'engagement de mon directeur d'établissement, de son codir, etc., dans des actions sociétales, je suis certain que je vais en retirer un bénéfice pour mon entreprise, parce que l'expérience qu'il aura eue à l'externe, il va ramener les valeurs qu'il a mises en pratique dans l'entreprise, et ça sera un manager meilleur, peut-être plus proche des gens, plus en proximité. Donc, pour moi, c'est une liaison parfaite. C'est pas on fera ça quand on aura dégagé du fric. Voilà. Et puis le rêve, c'est pas un rêve, ça va être marrant la période, parce que je pense que l'avènement de l'IA et tout ce qui s'ensuit, ça sera soit la mort, soit un nouvel essor de la RH. Ça sera la mort si effectivement, comme le disait Armand, elle se trouve coincée entre le juridique, les financiers, etc. Ça sera soit un renouveau, un nouvel envol, si elle s'en saisit, effectivement, pour jouer le rôle stratégique d'accompagnement, le rôle humain qu'elle devrait toujours jouer. Bon, c'est une belle conclusion, je pense. Hein. Merci à tous les 4. On va maintenant appeler... Oui, vous pouvez les applaudir. Merci.